Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Thérèse Altermat-Massing, Ezin Pierre Dognon et Gratien Rokindikiza. Le gouvernement sud-africain affirme avoir récupéré des millions de rands auprès de fonctionnaires reconnus coupables de corruption. Les autorités de lutte contre la corruption dans le pays font le point d'une action entamée depuis 2004. Les précisions de Clément Joël Soala. 410 millions de rands, c'est la somme que le gouvernement sud-africain affirme avoir récupérée auprès d'agents de la fonction publique reconnus coupables de corruption en 13 ans. Ces résultats ont été obtenus grâce au numéro vert du Service national anticorruption. Ce sont des centaines de cas de corruption qui ont été épinglés et gérés par l'institution en 13 années d'exercice. L'État sud-africain veut aujourd'hui réaffirmer son engagement à lutter contre la corruption dans ses services publics. Il est tout à fait évident que le service anticorruption a des résultats positifs, non seulement en termes de valeur monétaire, mais aussi en termes d'actions disciplinaires engagées contre les coupables. Selon le ministre sud-africain des Affaires intérieures, ce sont 1700 agents de la fonction publique qui ont été licenciés pour corruption depuis septembre 2004. 400 ont été poursuivis. L'information sur la source de ces fonds est en train d'être collectée dans les différents départements du gouvernement, avec l'assurance que les étapes disciplinaires nécessaires seront appliquées en cas de violation des règles en vigueur. On rappelle le classement des pays dans l'indice de perception de la corruption en 2015 de Transparency International plaçait l'Afrique du Sud en 10e position en Afrique et en 61e à l'échelle mondiale. En 2016, le pays était respectivement en 7e et 64e position. Gratien, finalement, on voit que la lutte contre la corruption est en vogue sur notre continent. La ligne téléphonique établie par le gouvernement sud-africain en 2004 pour lutter contre cette corruption semble porter des résultats positifs. Est-ce que la dénonciation, pour vous, est un moyen de lutte efficace pour endiguer ce fléau? Ça fait partie des moyens pour lutter contre la corruption. On voit bien que ça porte des flux, sauf que les gens qui dénoncent sont des gens qui connaissent les petits fonctionnaires, les agents. Personne, parmi les gens qui dénoncent, il y en a peu qui connaissent comment les marchés publics sont trafiqués, comment on... C'est un petit niveau, c'est un petit niveau. Mais disons, on peut saluer, la justice sud-africaine qui arrive jusqu'au bout, qui va même jusqu'à poursuivre le président Zuma. Donc, on peut dire que c'est plus la justice qui agit et moins les politiciens, parce que beaucoup de politiciens, surtout la nouvelle classe bourgeoise noire qui veut s'enrichir rapidement et qui se lance beaucoup dans la corruption, qui essaie de freiner cette justice. Je pense qu'on peut saluer vraiment la justice sud-africaine. Madame Altermat-Massing, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette lutte qui est menée? Bon, là, pour le cas de figure de l'Afrique du Sud et le sujet dont on vient de voir, c'est surtout les citoyens qui dénoncent des cas de corruption avérés. Mais on ne peut que saluer cette initiative, mais moi, je suis contre la délation. Parce que la délation, ça peut amener autre chose. J'aimerais que les politiques... Mais là, je précise que c'est quand même anonyme. C'est un appel téléphonique qui est mis en place. C'est une délation, qu'elle soit anonyme. Très souvent, les délations sont anonymes. Et je veux dire, pour la protection peut-être des gens qui dénoncent, en fait. Oui, parce que là, si on laisse les citoyens eux-mêmes se faire justice, parce que moi, je peux appeler ça se faire justice, ça peut amener beaucoup de dérapages. Mais là, il le relègue à une institution, quand même. S'il y a contrôle, s'il y a enquête et qu'il s'avère que voilà, vous avez détourné les fonds, c'est normal. Mais c'est le procédé qui me paraît un petit peu... Ce sont les politiques, c'est à eux de mettre une cellule d'enquête, de suivi, de recherche. Et vous ne pensez pas que, par exemple, vous êtes témoin d'un acte de corruption en face de vous, filmé, ou ne serait-ce que le propager sur les réseaux sociaux, n'est pas un moyen de mettre en lumière cette corruption dans un pays? Oui, mais c'est de laisser la porte ouverte à beaucoup de dérapages. Dans plusieurs pays, je pense qu'il y a, même y compris les pays occidentaux, la délation est acceptée, que ce soit au niveau de la douane et du fisc. Des fois, c'est parfois même rémunéré. C'est rémunéré, mais parce que c'est la seule façon, disons, entre guillemets, qui est bien informée pour que après, il y a éventuellement des problèmes de protection des témoins, parce que effectivement, on parle d'anonymat, mais après, on peut toujours trouver qui a... Là, ce sont des petites sommes. Et vous me direz, ce sont les petites rivières qui font Mais ceux qui détournent vraiment les marchés colossaux, les montants énormes, eux,
on ne les voit pas. Et ils sont, comme on dit, protégés. Ils sont protégés par l'immunité, ils sont protégés parce qu'ils font partie du petit cercle, ils sont protégés parce qu'ils font partie de la famille. Il faut aussi commencer par viser haut, parce que ce sont ces gens-là qui montrent le mauvais exemple. Maintenant, pour le cas de figure de l'Afrique du Sud, il y a déjà un pas, puisque le président Jacob Zuma a lui-même été condamné à rembourser des fonds. Mais maintenant, la corruption est devenue tellement banale que c'est devenu... C'est du quotidien. Il faut lutter contre cette mentalité qu'on ne peut plus... Monsieur Dognon, oui. Le cas de l'Afrique du Sud est un cas atypique et il faut vraiment saluer ça parce que la justice semble être indépendante parce qu'aller jusqu'à poursuivre le président, ça a été le meilleur exemple pour moi en Afrique et jusque-là en termes de lutte contre la corruption. Actuellement, pour le cas d'espèce, il faut dire que j'ai comme l'impression que c'est l'arbre qui cache la forêt parce qu'on sait que l'Afrique du Sud actuellement sort d'une situation assez difficile avec cette guerre froide entre les différents individus. La xénophobie qui a lieu. La xénophobie, ça dit que les autochtones qui pensent que les étrangers sont venus leur accaparer leurs biens. Donc, il fallait quand même trouver des sujets qui prennent le dessus sur cette affaire-là. Vous pensez que c'est une stratégie finalement, une effet d'annonce? On ne lutte pas véritablement contre la corruption malheureusement, en Afrique du Sud. C'est là qu'on a comme l'impression que c'est une bombe à retardement parce que s'il y a un mal qui détruit l'Afrique aujourd'hui, en dehors de tout ce que nous appelons comme les actes de vandalisme et de la guerre, c'est la corruption. Parce que la population aujourd'hui est composée d'une minorité qui s'enrichit et qui vit au-delà de tout, une certaine bourgeoisie, et d'une majorité excessive qui vit au seuil de la pauvreté, qui est incapable de trouver le minimum, c'est-à-dire par jour. Et comme le disait tout à l'heure madame, c'est-à-dire cette minorité qui profite de tout est protégée. Et on nous fait peut-être par moment, on se met en avant pour dire, écoutez, on va dénoncer. Et des petits individus qui se font rapidement attraper, se font prendre au piège. Et voilà, on dit qu'on lutte contre la corruption, on fait ci, on fait ça. Mais parfois, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et j'ai souvent comme l'impression que c'est une bombe à retardement, ça va revenir, ça va continuer. Mais je continue de dire et de croire que le cas de l'Afrique du Sud est un cas atypique parce que aller jusqu'à poursuivre le président, en son temps, ça a été un acte fort de lutte contre la corruption. Et si en Afrique en général, et surtout en Afrique de l'Ouest, si tout le monde pouvait le faire, ce serait une bonne opération. On va à présent parler de la BOAD en Côte d'Ivoire. La BOAD qui milite pour le financement d'une partie du PND ivoirien. L'institution financière a effectué une mission de travail avec le gouvernement. Il s'agit pour les autorités d'identifier et de programmer tous les projets contenus dans ce plan national de développement sur la période 2016-2020. Les précisions de Siamlo Victoria Sedi. La Banque ouest-africaine de développement, BOAD, s'engage à accompagner et appuyer le développement économique en Côte d'Ivoire. Depuis le 7 mars, une délégation conduite par Christian Adovelandé, président de l'institution bancaire sous-régionale, s'est engagée dans un travail d'identification et de programmation de tous les projets prioritaires de l'État de Côte d'Ivoire devant être financés par la BOAD. Devant cette volonté affichée de la BOAD d'accompagner le développement de notre pays, l'ensemble des acteurs nationaux devraient s'impliquer davantage dans le processus d'identification et de programmation des projets à soumettre au financement de cette institution. C'est pourquoi je voudrais inviter les services de l'administration publique et le secteur privé à accompagner l'équipe de la BOAD pour mener avec satisfaction ces consultations dont les résultats sont attendus par M. le Président de la République de Côte d'Ivoire avec beaucoup d'intérêt. Lors d'une réunion du groupe consultatif du Plan national pour le développement qui s'est tenue à Paris en mai 2015, la BOAD avait annoncé une contribution de 350 milliards de francs CFA. L'institution financière a déjà approuvé des financements de plus de 90 milliards de francs CFA. Regardez ensemble les projets que nous avons déjà en cours d'instruction au sein de la banque. Nous en avons 11 actuellement qu'il faut valider et surtout voir ensemble ce que nous pouvons revenir en termes de portefeuille de projets. Et pour les années à venir, en termes d'études, financement d'études, en termes de financement direct, en termes de mandat, parce que nous avons une équipe également qui s'occupe des mandats, en termes de projets PPP. Cette mission qui s'achève ce 10 mars verra la signature de 2 accords de prêt pour des projets d'aménagement, de réhabilitation et de modernisation. Le coût total de ce financement est estimé à 63 milliards de francs CFA.
Gracien, on parle souvent de la Banque africaine de développement, plutôt la BAD, et un peu moins en tout cas de la BOAD. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces actions qui sont mises en place, Gracien? Disons, ce sont des actions qui permettent à ces pays, surtout que cette banque se trouve dans une zone qui a une bonne croissance, oui, qui se démarque par rapport à la zone centrale. Et c'est une banque qui finance des économies solides, donc qui vont rembourser, comme la Côte d'Ivoire, ou que ce soit le Sénégal ou le Bénin, d'autres pays. Donc c'est une bonne chose parce que le banquier aime prêter aux riches. Et pour la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de projets qui sont bancables, beaucoup de choses à faire. Donc je pense que c'est une bonne opération qui est très intéressante. Donc d'après vous, l'institution respecte ses prérogatives qui sont notamment de financer le développement des pays d'Afrique de l'Ouest? Oui, je pense que la banque respecte les prérogatives. Et souvent, elle propose des prêts qui concernent le domaine agricole. Est-ce qu'il faudra diversifier ce choix ou alors intensifier ces choix de prêts? Bon, il faudra intensifier, mais je pense qu'il faut non seulement diversifier, mais voir d'autres secteurs. Mais surtout, pour moi, l'agriculture reste vraiment la pièce maîtresse de toutes les activités. Quand on arrive à développer l'agriculture, on peut exporter. Les gens ne vont pas importer. Prenons par exemple un pays comme le Sénégal qui arrive à cultiver du riz assez suffisamment, je pense qu'il doit en avoir, mais de bonne qualité, quitte à ce que le Sénégal n'importe pas du riz, c'est-à-dire que le pays gagne des devises et en même temps, le pays est capable de rembourser parce qu'il y a une certaine productivité. Il y a aussi la main-d'œuvre au niveau du pays qui est employée. Donc c'est une bonne chose. Souvent, l'agriculture, on a tendance à mettre de côté parce qu'on peut aussi transformer, mettre dans des boîtes de conserve, exporter, faire autre chose, créer de l'industrie avec l'agriculture. Madame Altermat-Massing, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces banques sous-régionales qui tentent d'accompagner les pays dans leur développement? C'est une très très bonne chose. Je me demande seulement les taux d'intérêt sont de quel niveau, mais ils peuvent aussi se diversifier et penser aux petites et moyennes entreprises, parce que c'est eux aussi qui créent de l'emploi. Si on investit sur les infrastructures, c'est bien, mais il faut penser aussi à ceux qui font en sorte que le chômage sera réduit. Je pense à ces jeunes, à ces femmes qui n'ont pas de formation, ou très peu ne savent même pas comment gérer leur entreprise parce qu'il n'y a pas de formation. La majorité des femmes sont dans l'informel. On peut les accompagner aussi parce qu'elles ne peuvent pas seulement rester dans de l'informel. C'est aussi des montants colossaux qu'elles gèrent, ces femmes, à leur niveau. Donc on peut aussi se dire, voilà, on met, je ne sais pas combien de millions, combien de milliards pour développer aussi ces secteurs. Et je reviens aussi sur l'agriculture. C'est vraiment quelque chose de catastrophique avec la politique de la BAD, la politique agricole commune de l'Union européenne, qui fait en sorte qu'ils disent aux paysans africains, ne faites rien, ne travaillez pas. Nous, nos surplus européens, on va vous les déverser là-bas à des coûts moindres. Et ce qui fait qu'un agriculteur, même s'il travaille 10 heures par jour, ne peut même pas vivre de son labeur. Je trouve que cette politique-là, vraiment, doit changer. Monsieur Degnaud, pour conclure, vous pensez quoi de cette BOAD, une banque, la Banque ouest-africaine de développement, qui essaye de mobiliser des fonds pour les pays ouest-africains? C'est une très bonne stratégie que d'accompagner les pays. Et parfois, moi, je me dis aussi qu'il faut des mécanismes de suivi de ces accompagnements, parce que malheureusement, quand je prends pour la plupart, et surtout le cas du pays que je connais, le Bénin, on a de ces institutions qui ont accompagné le pays pour des projets qui sont aujourd'hui beaucoup d'éléphants blancs et qui existent parce que le financement, ça revient encore à ce que l'on disait tout à l'heure, les questions de détournement par-ci et par-là. Donc, quelles sont les mesures d'accompagnement et de suivi? Il y a une chose est de financer, une chose est de pouvoir suivre en fait ce financement-là, parce que qu'on le veuille ou non, une fois qu'eux ils accompagnent, ils doivent avoir le retour sur l'investissement avec leur pourcentage. Mais est-ce que les projets ont été réalisés, ces projets qui sont gagnés bancables? C'est la question qui se pose. Et pour finir, je dirais aussi, parlons de diversification. Il y a aussi aujourd'hui que l'Afrique a besoin de l'énergie, d'être électrifiée. Donc, il faut aussi diversifier les fonds dans ce sens-là. Il y a une chose, l'agriculture, mais aussi l'énergie. C'est d'ailleurs le thème de notre ANR de la semaine prochaine. L'émission de ce lundi sera consacrée aux missions de la Société nationale des hydrocarbures au Burkina Faso. Merci à Marie-Thérèse Altermat-Massing. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et présidente du Conseil des Mariannes de la République et du groupement international d'investissement des femmes actives, économie, développement de l'entrepreneuriat.
Merci d'avoir invité. Merci également à Ezin Pierre Dognon. Vous êtes écrivain, auteur du livre « Désolée, madame, j'épouse mon portable ». Et merci enfin à notre éditorialiste Gracien Rokendi-Kiza. Merci Diarra, bonsoir à tous. Et merci bien sûr à vous de nous avoir suivis. Restez surtout sur Africa 24, l'actualité se poursuit.